Bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire co-organisé par le Conseil consultatif de la jeunesse africaine pour la réduction des risques et des catastrophes en co-organisation avec l'organisation Care About Climate. Il s'agit d'un webinaire en français, mais pour le public anglophone, veuillez suivre la chaîne anglaise, s'il vous plaît, pour que vous puissiez nous suivre correctement. En quelques mots, je me présente, Aina Sylvania Andienzakatine. Je suis la représentante des jeunes de la région du Sud-Afrique dans le Conseil consultatif de la jeunesse africaine pour la réduction des risques et des catastrophes. Et je serai la facilitatrice de cette conférence en ligne qui s'intitule « Le genre et la réduction des risques et des catastrophes ». Maintenant, je donne la parole à Monsieur Adama Bamba, qui est le vice-président du Conseil consultatif de la jeunesse africaine pour la réduction des risques et des catastrophes. Monsieur Adama, je vous donne la parole. Ok. Merci Aina. Bonsoir à tous. Je me nomme Adama Bamba. Je viens de la Côte d'Ivoire. Sandra, can you please allow me to share my video? Sandra, make me host. I just did. Okay. Thank you. Yeah. So, bonsoir à tous. Mon nom est Adama Bamba. Je viens de la Côte d'Ivoire et je suis vice-président d'AYAP et également représentant sous-régional et représentant de la priorité 3 du Conseil consultatif de la jeunesse sur la réduction des risques de catastrophes. C'est un honneur pour moi de participer à ce webinaire, puisque c'est notre deuxième webinaire organisé avec une structure de la jeunesse, un de nos partenaires. Le premier webinaire était avec You Inspire, qui est un groupe de jeunes asiatiques sous la coupole de l'UNESCO. Et notre second webinaire se fait avec notre second webinaire ordinaire qui se fait avec Care About Climate. C'est vraiment un honneur pour moi de participer à ce webinaire et également c'est l'occasion pour moi aussi de remercier nos différents partenaires et institutions qui sont présentes dans ce webinaire, notamment l'ONU Femmes qui a célébré récemment ses 10 années d'existence. Également, il y a l'Union africaine qui nous supporte dans ce webinaire et un spécial remerciement aussi à notre partenaire capital depuis le début de AYAP, qui est UNDRA, qui est le bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes. Il faut noter que AYAP a été créé dans le but d'engager de manière significative la jeunesse dans la réduction des risques de catastrophes. Et les membres d'AYAP ont été sélectionnés par l'Union africaine, notamment le département de l'économie rurale et de l'agriculture, qui a sélectionné 14 jeunes à travers l'Afrique venant de différents pays pour pouvoir mener à bien cette tâche. Notre rôle est plus ou moins de plaider au niveau des États membres de l'Union africaine pour inclure la jeunesse dans la réduction des risques de catastrophes et également renforcer les capacités de la jeunesse pour que, une fois que l'opportunité est donnée à la jeunesse de faire des actions ou de mener des activités, ils soient amènes de plus ou moins être vraiment efficaces dans les différentes activités. Et j'aimerais également souligner le fait que plus de 200 millions de personnes sont affectées par des catastrophes
à travers le monde selon les statistiques du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes. Et plus de la moitié de ces personnes sont les filles et les femmes, notamment le genre. Donc, cela nous a amené à plus ou moins initier ce webinaire pour que nous puissions également montrer l'importance d'impliquer le genre dans la réduction des risques de catastrophes. Je pense que je ne vais pas être aussi long. Je vais donner la parole à nos différents panélistes et nos différentes institutions pour qu'ils puissent partager ces connaissances. C'est vraiment un plaisir pour moi. Je vous remercie. Merci, honorable Adama, pour votre allocution. Vous avez mentionné l'importance de l'implication de genre dans la réduction des risques et des catastrophes. Maintenant, nous allons accueillir Madame Diana Patricia Mosquera, qui est le point focal pour l'égalité des sexes au sein du Bureau de la région Afrique, du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques et des catastrophes. Madame Diana, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Aïna. Merci beaucoup, Adama. Sandra, peut-être je pourrais aussi mettre la vidéo si c'est possible. Ok, merci beaucoup. Chers participants, chers organisateurs, chers panélistes, au nom du Bureau régional pour la réduction des risques des catastrophes en Afrique, je souhaiterais remercier le Conseil consultatif de la jeunesse africaine pour la réduction des risques des catastrophes et l'organisation Care About Climate et à tous les organisateurs pour nous avoir invités à ce webinaire. Cette activité revêt d'une grande importance car elle facilite le dialogue entre des acteurs clés de la réduction des risques des catastrophes, comme sont les organisations des jeunes, des organisations des femmes, de volontariat, d'action communautaire, des organisations non gouvernementales, des Nations Unies, les gouvernements et l'Union africaine, sur un sujet essentiel pour la résilience des populations, comme c'est l'égalité des genres. Diana, please, a bit more slowly. The translators are having here. Sorry, excusez-moi. Nous savons très bien que les catastrophes érodent les efforts vers le développement et l'atteinte des objectifs de 2030, entraînant de la souffrance et une diminution de la qualité de vie des populations. Le cadre des Sendai et le programme d'action de l'Union africaine pour la mise en œuvre du cadre des Sendai met l'accent sur une approche inclusive et promeut la prise en compte du genre dans les stratégies nationales et locales de réduction des risques. Nous allons voir à travers les différentes présentations et nos échanges que les femmes et les filles sont particulièrement affectées lors des catastrophes de par leur positionnement dans la société. Actuellement, nous vivons les conséquences de la pandémie du Covid-19, couplées par les effets des inondations, sécheresses et invasions des criquets, juste pour mentionner quelques menaces auxquelles les populations de notre région font face. Différentes sources estiment que la violence envers les femmes pourrait avoir augmenté dans quelques endroits ou risquerait d'augmenter pendant cette période de pandémie. En général, il est amplement reconnu que les cas de violence envers les femmes risquent d'augmenter suite à des catastrophes. Mais même si la violence envers les femmes en période de catastrophe est un des effets les plus marquants de leur vulnérabilité, il est important de tenir également en compte la nécessité d'intégrer des considérations du genre dans tous les domaines liés à la réduction des risques des catastrophes, y compris la prévention, la préparation ainsi que la réponse humanitaire. Les actions dans ce sens sont multiples. On peut mentionner quelques-unes, comme par exemple adresser la vulnérabilité socio-économique des femmes, l'accès aux ressources et à l'information, adapter les pratiques d'évacuation en cas d'alerte, assurer leur sécurité lors de la réponse et la gestion des camps, garantir leur participation dans les décisions de leur communauté et tant d'autres actions qu'on pourrait discuter longuement. De la même manière,
La gestion de risque des catastrophes exige de capitaliser sur les énormes contributions des femmes à la résilience des populations par leur travail et leur leadership. En effet, nous n'avons pas de réponse arrêtée et unique sur la complexité des interactions dans la société entre les hommes et les femmes, les différents facteurs de vulnérabilité, la meilleure manière d'adresser les impacts différenciés pour les hommes et pour les femmes lors des catastrophes et leurs différentes contributions à la réduction de la vulnérabilité. Car tout ceci dépend fortement du contexte et de la culture. Une chose est cependant claire, à mon avis. Les femmes ne sont pas uniquement vulnérables, elles disposent des connaissances et des capacités pour construire une société plus résiliente. En prenant en compte cette complexité entre la vulnérabilité et les capacités, vous seriez probablement d'accord avec moi qu'un des défis les plus importants pour l'intégration du genre dans la réduction des risques des catastrophes est la traduction de la théorie à la pratique selon chaque contexte. Je me permets d'affirmer que nous sommes tous d'accord avec la prémisse qu'une société plus résiliente doit être nécessairement plus égalitaire. Dans la communauté de la réduction des risques de catastrophes, dont les jeunes sont un acteur essentiel, il y a de plus en plus de consensus sur la nécessité d'augmenter la participation des femmes dans les espaces de décision et de gestion à tous les niveaux, d'augmenter nos connaissances sur les facteurs sociaux qui entraînent une majeure vulnérabilité des femmes face aux catastrophes dans certains contextes, de l'intégration du genre dans les études de risque et de vulnérabilité et les cadres d'indicateurs de nos projets et de nos programmes, du besoin d'avoir des données désagrégées et en général, de renforcer nos capacités de formuler et de mettre en œuvre des programmes qui intègrent le genre de manière plus effective et plus durable. Précisément parce qu'on est conscient de ces besoins, nous sommes tous ici pour échanger nos idées, apprendre et réfléchir tous ensemble sur des actions concrètes qui pourraient nous aider à continuer nos efforts pour une contribution vers une société égalitaire et résiliente. Merci beaucoup encore de nous avoir associés à cette réflexion que nous tenons à cœur. À travers le support à la mise en œuvre du cadre de Sendai, UNDRR est un partenaire convaincu de l'importance d'accroître l'ampleur de nos interventions en matière de genre et réduction des risques. Je me réjouis déjà des échanges que nous allons avoir pendant ce webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Madame Diana, pour votre intervention. Merci beaucoup d'avoir mentionné qu'il est vraiment intéressant de renforcer la capacité des femmes et des jeunes filles pour avoir une société plus résiliente, vu l'état des violences envers les femmes sur les risques qui ne cesse d'augmenter actuellement, surtout en cas de catastrophe. Donc, vous avez just hold on just for a second. L'intégration du genre dans la RRC, dans les études de vulnérabilité et... Oui, Sandra? Yeah, excuse me, but it's just that people say they can't hear the translation, but the translator says he's translating. So can you please type in the comment section whilst Aina goes on, if you can hear anybody speaking in English, if you choose the English channel for the attendees. Okay. Thank you. Aina, you can go on. OK. Merci beaucoup. Pardon, je m'excuse. S'il vous plaît, veuillez joindre, chers collègues anglophones, merci de joindre la case pour la translation. Merci. Maintenant, j'invite Madame Idil Absi à faire des remarques spéciales sur le thème d'aujourd'hui, qui est le genre et la réduction de risque des catastrophes. Madame Idil Absi est une spécialiste de la paix et de la sécurité de l'ONU Femmes au Kenya. Madame Idil, merci de prendre la parole. Yes,
I'm making her. Hello, Miss. Can you hear me? Yes, can you hear me? Yes, we can hear Perhaps you. you can switch on my camera. Yes, you can. All right. You cannot start your video because your host has stopped it, is what I'm getting as a message. So maybe you will have to allow it from your end. All right, there we go. All protocols observed. A very good evening to you all. I take this opportunity to thank the African Youth Advisory Board on DRR and disaster risk reduction for convening this dialogue on this important topic on gender in DRR. This could not have come at a better time considering the unprecedented global pandemic, COVID-19, we are currently tackling, that has brought out the existing inequalities in our societies and reminded us that we all have a role to play in containing this pandemic, regardless of our gender, our sex, social status, race, ethnicity, age, etc. Over the years, there has been increasing incidences of natural hazards and disasters in Africa, with conflict compiling the negative impacts through increased stress on natural resources as a result of climate change, significant and frequent displacement of population, and challenges related to national system, mechanisms, and resources. Evidence show that disasters substantially increase the economic loss of poor communities and erode any developments that might have been attained. As we know, the African continent has not been spared. We've witnessed a rise in extreme climate-related disasters. For example, we've seen drought, which has affected more than 45 million people across 14 countries in Africa. We've seen a rise in cyclones in the Indian Ocean region, affecting Madagascar, Mozambique, Malawi, and Zimbabwe, which has killed over 1,300 people and affected more than 3 million. And in the Eastern Horn of Africa region, where I come from and I live in, we've seen a rise of floods, specifically in Kenya, Ethiopia, Uganda, Rwanda, Somalia, Djibouti, Burundi, affecting millions and millions of people. And more recently, we've seen an invasion of the desert locusts that has destroyed millions of crops, leaving communities with critical food insecurity on the rise. Ladies and gentlemen, in most African communities, women occupy subordinate roles that compound their vulnerability and hinder their effective participation in socioeconomic development, including preparing and responding to disasters, leaving them disproportionately vulnerable to natural hazards. These inequalities place women, children, young people, and other vulnerable groups at a great risk to disasters and humanitarian crisis, including less access to early warning information, knowledge on relief assistance, and uneven capacity to anticipate, adapt, and recover from disasters. And systematically being excluded from decision-making when it comes to planning, both policy and programming. For instance, research has proven that disasters significantly increase chances of mortality for women and children. They are 14 times more likely to die during disaster and conflict in comparison to men. We're also aware that women, children, youth, and vulnerable groups are disproportionately affected by poverty. Disasters further exaggerate their struggle for basic survival. For example, poverty and inequality force families, including female-headed households, to migrate to high-risk urban informal settlements and rural areas with low-value land that are more exposed to floods, landslides, hazards such as fire, disease, and other natural disasters. Also, disaster damage and loss are usually recorded for material resources in formal economies, which tend to be owned and dominated by men. Losses in the informal sector and subsistence farming, where women are overrepresented, are seldom measured, leading to a substantial undervaluation of the impact and the cost for women and other vulnerable groups. Furthermore, women's sexual reproductive rights are often overlooked, and they're also increased to the risk of sexual violence and exploitation during post-disaster. And this is as a result due to lack of social safety net, loss of income generation, food insecurity,
forcing them to engage in transactional sex to access food and other basic necessities for their families and their livelihoods. Although rights and violations of women are prevalent in normal times of peace and when there's no disaster, but it is worsened during times of disaster. Women's leadership remains an untapped potential. Women and youth remain largely ignored and their potential and capacities unleveraged in conventional resilience building. Women and youth actual potential contributions to DRR are overlooked and underdetermined. So what are some of the gaps impeding the realization of gender in DRR? Most national DRR and resilience policy and legal frameworks in Africa remain weak on integration of gender and inclusivity. Although there's an existing number of policies and frameworks that are recognizing the importance of integration of gender in DRR, the reality remains different. Implementation continues to remain slow. There's lack of adequate resource allocation, limited political will by some member states. In addition, there's lack of data generation and utilization of gender evidence-based analysis to support the formalization of DRR policies, frameworks, actions, and strategies which inform programs. There's lack of substantive women's participation and leadership in DRR. In addition, insufficient investment in addressing gender inequalities in DRR and building women's resilience as a strategy to build community resilience. So what are some of the concrete steps that we can take to dismantle these barriers on making sure that women, young people, and vulnerable people are part and parcel of DRR when it's in Africa? Firstly, there's a need to enhance accountability to global, regional, and national commitments. Various international agreements have emphasized the integration of gender in DRR, including the Sendai Framework, which articulates that women's participation is critical to effectively manage DRR in the design, resourcing, and implementation stage. Adequate capacity building measures need to be taken to empower women for preparedness, as well as build their capacity for alternative livelihood means in post-disaster situations. Furthermore, the Sendai Framework calls for ensuring equal access to appropriate training and educational opportunities for women and vulnerable constituencies. Secondly, the need to strengthen the capacities of local and national women's movements and organizations, including the localization of development and humanitarian action. Whether operating at the community or national level, women are most knowledgeable of specific needs of their community. Despite this, they continue to be generally absent from the development of DRR strategies and decision-making, and their voices are seldomly heard. Thirdly, there's need to enhance documentation of best practices that include perspectives of women, youth, other vulnerable groups when it comes to disaster risk reduction that can be duplicated in other countries and other regions. In conclusion, effective integration of gender in DRR is imperative to achieving the goals set out in the 2030 Agenda for Sustainable Development and the African Union Agenda 2063, the Africa We Want. The Leave No One Behind principle of the 2030 Agenda for Sustainable Development also recognizes that all nations must endeavor to include all people from each segment of society and to reach those who are furthest behind. And in this context, we must ensure that we adhere to the principles and seek to eliminate the gender-specific barriers that continue to prevent women's leadership and participation. Therefore, as UN Women, we continue to remain committed to advocate for an inclusive and coordinated approach to address the complex issues such as women's engagement by translating policy into practice, recognizing the critical role women play as agents of change and leaders in addressing climate change and disaster risk reduction. I thank you for your kind attention. Asanteni sana. Merci beaucoup, Madame Idil Absi, pour votre remarque spéciale. Vous avez mentionné que les femmes en Afrique ont un rôle important dans le développement économique et que les recherches prouvent que les catastrophes impactent les femmes, plus les femmes et les enfants, et que la violence sexuelle durant les périodes d'après-catastrophe ne cesse que impacter beaucoup sur la vie des femmes et surtout des jeunes femmes. Aina, oui?
Yes, I just want to tell the participants that the translators are youth volunteers, so we should be patient for them in their translating. And if you are listening to, if a French person is speaking and you are listening in English, once the speaker changes to English, it means you have to change the channel to French so that you can be able to hear the translation. Yeah, so I just wanted to highlight that, and the speakers should be a bit more petit in their speaking so that the translators can do a good job. Thank you very much. Beaucoup Sandra pour ces remarques et merci aussi à toutes les volontaires et qui essaient de traduire notre conférence d'aujourd'hui pour que tout le monde puisse suivre la conférence. Donc, sans tarder, nous allons 5 présentations. Normalement, nous aurons dû avoir 5 présentations aujourd'hui, mais malheureusement, la première personne qui doit présenter, qui est M. Aboubakar Diane de l'Union africaine, qui a laissé ses excuses pour ne pas pouvoir assister à ce webinaire suite à une raison de la situation sécuritaire à Addis Abeba actuellement. Donc, tout de suite, nous allons passer à la première présentation et j'invite Madame Kristen Dreoble de Keribot Climate, qui est la directrice des communications, et sa présentation sera suivie de celle de Madame Margaret Lollet d'Empondera Climat. Empondera Climat est la branche féminine de Keribot Climate. Donc, Madame Kristen, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Aina. Merci à tous pour attendre. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Je suis Kirsten Dreoble. Je suis la directrice de Care About Climate. Nous sommes une organisation internationale contre le changement climatique. Nous sommes composés des jeunes, mais je suis ici pour partager Empodera Climat, qui est notre branche femmes et genre dans Care About Climate. Empodera Climat veut dire la responsabilisation climatique en portugais, et c'est ce que nous voulons faire. Donner une voix et les ressources aux femmes et aux jeunes autour du monde. Empodera Climat a commencé avec le travail de Renata Koch Alvarenga de Brésil. Elle est une partie de Care About Climate et elle est absolument une force pour nous. Quand elle était étudiante, elle était une partie de notre programme Online Youth Exchange pour éduquer les gens autour de le monde sur les issues des problèmes avec le changement climatique. Et après ça, son idée pour habiliter les femmes contre les effets du changement climatique est devenue Empodera Climat. Après ça, elle s'est développée. Je vais parler un peu de notre travail. Nous sommes un programme de l'éducation et la connexion des femmes et des gens. Ça, c'est aussi une partie de Care About Climate, mais surtout pour Empodera Climat, le plus important est pour éduquer, donner les ressources et connecter les femmes et les filles et les gens autour de le monde sur les issues. Nous savons que les femmes et les filles et les gens expériencer le plus mal effet du changement climatique sur le monde. Alors, ça, c'est notre travail de donner les ressources et de absolument responsabiliser les personnes dans le monde pour lutter contre les problèmes. Alors,
Notre objectif est pour donner le pouvoir et une ressource pour les femmes en le sud global parce qu'elles sont les plus vulnérables et elles ont le moins représentation dans le monde. Nous sommes composés de jeunes globales, principalement en Brésil, en Argentine, en Chili, aux États-Unis, en Irlande et en France. Nous avons un grand mélange de personnes, des langues et des idées. Et ça, c'est pourquoi nous sommes très puissantes parce qu'il y a des expériences différentes du monde. Alors, nous sommes composés de 4 langues. Nous commençons avec anglais, portugais et espagnol. Et après ça, pour ce jour de la Terre, nous avons ajouté la langue française pour inclure des personnes dans le monde, surtout en Afrique francophone. Nous avons des chercheurs qui écrivent nos articles sur les sujets de la sécurité pour les femmes, contre les catastrophes et les problèmes globaux. Aussi, nous écrivons selon des issues d'agricole, d'eau, de travail et plus des issues dans le monde. Nous avons des articles sur notre site web pour éduquer et pour l'accès de l'information pour les personnes autour de le monde. Aussi, nous avons des podcasts. Ils sont une ressource principalement par les femmes influentes qui éduquent le public et qui sont une ressource. Alors, nous avons présenté sur un événement parallèle officiel à COP25, qui est notre grand événement dans ce COP passé. C'était avec des filles du monde entier. Et c'était un grand plaisir d'être sélectionné pour ça quand nous sommes très jeunes comme une organisation. Cet événement est de la responsabilisation des femmes et des jeunes et nous avons des filles qui ont partagé leurs histoires personnelles contre le changement climatique et fréquemment les histoires étaient très émotionnelles. Comme nous avons entendu de Mademoiselle Absier, la violence contre les femmes est plus fréquente quand il y a des problèmes climatiques. Nos conférencières nous en montrent qu'il y a une connexion entre la violation des femmes et la violation de la terre pour extraire des ressources. Aussi, elles ont parlé de l'action globale contre le changement climatique parce que c'est différent pour les personnes aux îles, les personnes aux pays de développement et les personnes qui ont beaucoup de ressources. Alors, nous avons une connexion comme les femmes, comme les filles autour de le monde. Alors, c'était un grand plaisir d'avoir toutes les perspectives différentes pour les filles et pour montrer à le monde que nous sommes puissantes, que nous sommes ici et nous voulons parler et faire un changement dans le monde pour un monde meilleur. Alors, c'est tout pour moi. Mon collègue Margaret va parler plus de notre recherche spécifiquement. Merci beaucoup pour le temps et pour avoir nous ici. C'était un grand plaisir. Merci à Aina et African Youth Advisory Board aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Christine, pour votre présentation. Pendant votre présentation, vous avez mentionné que Caribot Climate est une organisation très jeune, mais qui a beaucoup d'expérience dans le cadre du genre, en relation avec les femmes et les jeunes filles dans son intégration dans le cadre de la gestion des risques, de la réduction des risques et des catastrophes. Donc, nous souhaitons encore une meilleure collaboration entre Ayab Diar, entre
tous les jeunes de l'Afrique et Karibot Clémet avant que Madame Margaret Lolé, Tampondera Climat, va faire sa présentation. Je tiens à mentionner qu'après elle, il y aura le docteur Randiamanampsu Ulimalala de AFSTAC qui va faire sa présentation. J'invite maintenant Madame Margaret Lolé. Je vous passe la parole. Merci. Merci Aïna. Alors, j'aimerais bien partager l'écran, si c'est possible de me mettre en haute et pour que je puisse aussi allumer mon vidéo. Ça serait magnifique. Merci. Ah, allez. Super. Alors, je vais partager mon écran avec vous. Tac, tac, tac. Donc, ce que j'ai fait pour que les gens anglophones peuvent suivre, j'ai une version en anglais plus petite à côté, ici. Donc, ce sont les slides que je vais présenter et la version principale plus grande, c'est en français. Voilà. Donc, moi, je suis traductrice pour l'équipe française un peu d'Era Climat. Et aujourd'hui, je vais vous parler du genre et changement climatique. Et plus spécifiquement, l'impact du changement climatique sur l'égalité des sexes, comme nous sommes tous au courant de ces problèmes. Donc, qui est le plus touché déjà par le changement climatique? Ce sont des gens qui sont déjà confrontés à des inégalités dans leur vie, en raison de leur ethnicité, de leur genre, même la sexualité, la situation, la localisation géographique, leur âge, caste, une classe sociale, et aussi les capacités et les capacités mentales et aussi physiques. Donc, même si le changement climatique va avoir des conséquences pour tout le monde, ces groupes-là sont plus censés avoir des impacts plus prononcés sur leur vie, étant donné leur vulnérabilité. Et les groupes qui sont les plus marginalisés, ils supporteront donc un fardeau disproportionné de la crise climatique. Comme nous voyons, c'est surtout les gens pauvres autour du monde qui subissent la majorité des impacts jusqu'ici. Et ce ne va que s'aggraver avec le temps. Donc, plus spécifiquement en concernant les femmes et le changement climatique, les rôles qui dominent notre société, qui existent entre les hommes et les femmes, ils façonnent toutes les normes et les rôles que les hommes et les femmes doivent remplir dans la société. Donc, en raison de ces rôles qui sont socialement construits, certaines relations et dynamiques de pouvoir se forment, et notamment comme les femmes ont moins de pouvoir dans ces contextes, bien sûr, ils ont un accès restreint aux ressources, la propriété foncière, à certains droits, ce qui les prive aussi du pouvoir à participer dans la conversation pour le changement climatique, et leur exclusion également du processus de la prise de décision les rend beaucoup plus vulnérables également, car on n'entend ni leur voix ni leurs besoins dans cette conversation. Et il y a mon chat qui miaule. Pardon. Alors, pour diviser un peu les dérives, nous avons 4 catégories. L'agriculture, d'abord. Il faut savoir que les femmes produisent la majorité des aliments dans le monde. C'est impressionnant. Si nous n'avons pas les femmes dans les champs, nous n'aurons pas un système globalisé de la nourriture. Ce ne serait pas possible. Elles possèdent des connaissances particulières en matière de liens écologiques et des gestions des écosystèmes, comme c'est vraiment elles qui sont sur les front lines, comme on dit en anglais. Donc, il y a également l'accès genré à la terre et aux ressources, qui complique l'égalité dans cet égard-là.
pour la foresterie ou la sylviculture, c'est un nouveau mot pour moi, c'est un secteur également dominé par les hommes. Donc, les femmes en dépendent fortement et elles n'ont pas beaucoup d'influence sur l'élaboration des règles forestières. Et notamment, 83% de la collecte de bois, du chauffage et de production de charbon de bois, c'est un travail réalisé par les femmes. En ce qui concerne migration, les femmes sont principalement les principales dispensatrices de soins, non seulement dans le foyer, mais au sein d'une communauté. Et il y a plus de risques de violences sexuelles et sexistes lorsque les femmes se déplacent. Déjà, peut-être elles sont vulnérables. Tout le monde est vulnérable en déplacement migratoire, bien sûr, mais les femmes, on voit des rapports assez étonnants. Des traitements des femmes, des choses qu'elles ont subies le long de ces migrations. C'est un problème qui va s'aggraver aussi avec le temps lorsqu'il y a de plus en plus de gens qui sont obligés de se déplacer à cause du chauffement climatique. Il y a aussi le fardeau des rôles supplémentaires dans la communauté, parce que c'est souvent les femmes qui doivent s'occuper de soigner la famille, soigner les proches, soigner les gens autour d'elles. Après, sur la santé. Le changement climatique, ça menace les droits aussi en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive. Ce n'est pas vraiment prioritisé par les gouvernements dans les temps de crise, comme nous pouvons tous le constater. L'autonomie corporelle et la sécurité personnelle sont donc menacées et exacerbées par le changement climatique. Il y a également le problème très courant des problèmes respiratoires liés aux façons traditionnelles de cuisiner la nourriture dans les foyers. Les femmes, peut-être elles ont un petit... quelque chose qui utilise le kérosène, par exemple, pour chauffer les poêles. Et ça crée des gaz qui sont toxiques. Les femmes, elles respirent ça toute la journée. Et ça gêne vraiment beaucoup la santé respiratoire des femmes autour du monde. C'est un très grand problème. Donc, et où sont les femmes, justement, dans la conversation au plus haut échelle des changements climatiques? On voit justement qu'il y a moins de femmes qui sont invitées ou qui participent aux délégations pour le COP. Par exemple, en 2009, on avait 19 sur 183, 10% qui étaient des femmes. Ça a un peu augmenté l'année dernière, 41 sur 196. Mais comme les femmes sont principalement concernées par ces enjeux, on voit qu'il y a vraiment une absence des femmes dans cette conversation au plus haut niveau. Donc, mais comme les femmes sont subies au choc de changement climatique, elles sont plus affrontées par ces chocs. Elles ont aussi une perspective beaucoup plus utile, unique, qui est nécessaire pour vraiment éclairer les solutions climatiques. Elles ont toujours été sous-représentées dans toutes les sphères de la prise de décision globalement. Et en fait, cette absence traduit à un non-respect des volontés des femmes, de leurs besoins spécifiques au cadre pendant la prise de décision. Voilà, c'est un cycle vicieux. Donc, la diversité des dirigeants permet de trouver des meilleures solutions pour le climat, comme c'est une conversation globale dont on est tous, on bénéficierait de tous participer ensemble, tous et toutes. Alors, pour parler des solutions équitables pour les hommes et les femmes, malgré tous ces obstacles, en fait, il y a beaucoup de femmes, comme on voit aujourd'hui avec les leaders féminins dans le climat, c'est magnifique. Il y a plein de femmes qui forgent leurs propres solutions au changement climatique. On voit qu'il y a les femmes, des collectifs qui cultivent leurs propres initiatives communautaires et locales. C'est vraiment inspirant. Elles ouvrent la voie à la création des solutions climatiques équitables et alternatives pratiques. Voilà. Et ceci tous parce que
elles ont eu une expérience telle, et donc elles tirent de cette expérience du propulsion pour nous aider à changer, à faire évoluer notre conversation et nos approches au changement climatique. Il y a notamment la veille météorologique des femmes Fidji, l'Association pour le développement des femmes de Paris, le Women Climate Satis. Voilà, très inspirant ces initiatives. Donc, que faut-il faire? Il faut déjà essayer de vraiment augmenter la robustesse des données en ce qui concerne le sexe et le genre, parce que nous n'avons pas assez, et quand le problème est obscurci, nous ne pouvons rien faire là-dessus. Après, il faut vraiment que ceux qui sont les plus touchés soient invités à cette conversation globale, et en invitant ces gens aux conversations, en les impliquant, nous pourrions avoir des politiques climatiques qui reconnaissent comment le sexe, la race, la classe sociale et tous ces autres facteurs dont je viens d'énumérer façonnent l'expérience des effets du changement climatique pour chaque personne dans le monde et pour chaque groupe dans le monde. Donc, l'intégration de la dimension du genre dans tous ces domaines, c'est vraiment, vraiment nécessaire pour que nous ayons une approche globale qui pourrait vraiment traiter l'adaptation, l'atténuation, réduction des risques, mais aussi l'architecture même du financement climatique et l'éducation sur lequel Empodera Climat travaille et Caribal Climate. Plus de femmes aussi devraient être au poste de décision. C'est un changement structurel qu'il faut absolument entreprendre afin d'équilibrer la conversation. Voilà. Donc, juste pour un dernier petit point, il faut vraiment être conscient du fait que si les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête avec. Et la justice climatique, c'est vraiment impossible sans l'inclusion des femmes indigènes, des femmes rurales et des femmes de la base de la société. Ce sont tous les gens dans le tissage humain qui sont souvent pas impliqués dans la conversation, et ceci doit changer. Les droits de femmes doivent être aussi intégrés dans l'action climatique pour que les inégalités entre les sexes soient corrigées ou qu'on compense pour ces inégalités d'une manière ou d'une autre. Et ceci va vraiment être une étape primordiale à pouvoir assurer un développement durable pour tout le monde et non pour les gens qui ont déjà du privilège dans le monde. Dans la conduite des politiques de développement durable, ce qui souffre le plus devrait être au premier plan, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, ceci devrait changer. Et après, il faut aussi être conscient du fait qu'il n'y a pas de justice climatique sans justice de genre, sans justice raciale, sans justice pour les droits des personnes handicapées et surtout les droits LGBTQI. Donc, ce sont les gens marginalisés. On devrait vraiment faire attention à les respecter, à les impliquer dans la conversation et à produire les solutions qui sont pratiques et faisables pour eux. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Et voilà. Je vous recède la parole. Aina, merci. Merci beaucoup, Margareta, pour cette présentation très intéressante. Je suis vraiment d'accord avec vous pour dire que si les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête aussi. J'aimerais insister sur votre présentation qui a souligné l'importance de la participation des femmes, surtout des jeunes femmes, dans la réduction des risques et des catastrophes, dans le changement climatique, dans beaucoup de domaines. Having technical challenges, your background is echoing. Perhaps maybe you shift your phone away from your laptop. Yes. Ok. Thank you. Ok. J'aimerais parler un peu avec notre invité, tous les participants. Vous avez droit à poser des questions à la fin
toutes les présentations, il y aura une séance questions-réponses. Donc, si vous n'avez pas envoyé vos questions à Sandra, comme l'enregistrement a dit, vous pouvez écrire sur le chat là. Donc, maintenant, j'invite le docteur Ulmalala Randiamanampsu pour faire sa présentation. Le docteur Ulmalala Randiamanampsu est une enseignante chercheuse auprès de l'Université d'Antananarivo. Elle est titulaire d'un doctorat en économie et elle est enseignante en économie du développement et la politique économique, protection sociale. Elle est aussi chercheure auprès du Consortium africain Périphérie-U, qui est composé de 12 universités africaines, qui est un centre international d'excellence reconnu par ICOE, programme IRDR. Elle est également membre du laboratoire CERED, Centre d'études pour la recherche et le développement, qui est un centre multidisciplinaire d'évaluation des risques et d'analyse de vulnérabilité à Madagascar. Elle est également membre de l'African Science and Technology Advisory Group et la responsable de la communication. Donc, je vous passe la parole, Dr Ulmalala. Merci beaucoup, Aïn, de m'avoir donné la parole. Et si vous permettez, est-ce que vous pouvez mettre la caméra, s'il vous plaît? I've made you the host, Dr. Holly, so you can share the things from your end. Okay, but I can't switch on the camera, please. I can do it from my side. Yes. Yes, you have to just switch. You want to switch off your camera? I can't. I'm trying to do that, but I can't. It doesn't work. Est-ce que c'est OK? Ou je peux partager votre slide si vous voulez, Dr. Uli. Oh. Oui, si vous pouvez le faire de votre côté. Please, Sandra. Yes. Can I have the host? Okay. Please, thank you. So je vais partager la présentation. Okay. Du Dr. Ulmalala. Okay. Okay, I've made you the host now, so you can share your screen. Okay, thank you. Okay. Alors, en attendant que la présentation s'affiche, j'aimerais tout d'abord remercier le Conseil consultatif de la jeunesse africaine et Care Climate d'avoir organisé cet webinaire. Donc, en tout cas, c'est un réel plaisir pour moi d'être invitée pour partager cet exposé avec vous. Bonsoir également au public et je remercie également le public d'assister à ce webinaire. Donc, c'est à la fois un plaisir et un honneur pour moi de présenter pour vous aujourd'hui mon exposé qui s'intitule « Microfinance, genre, résilience et développement ». Donc, l'objectif, c'est de partager avec vous le lien entre ces 4 concepts qui sont très importants. Aïna, est-ce que tu peux mettre la slide suivante, s'il te plaît? Donc, pour situer un peu le contexte, pour situer un peu par rapport à ces 4 thématiques, et pour compléter toutes les présentations qui ont été faites tout à l'heure, chaque année, 200 millions de personnes sont affectées par les catastrophes d'origine naturelle à travers le monde et 100 millions sont des femmes et des filles. Donc là, on constate que la moitié des personnes qui sont affectées par les catastrophes d'origine naturelle sont donc des femmes. Il existe un lien étroit entre la prise en compte du genre et la résilience aux catastrophes, et ce qui revêt donc un enjeu très important, la prise en compte de ce genre,
dans tout ce qui est réduction des risques et catastrophes. Et surtout, il y a un lien pour la réalisation des objectifs de développement, qui est l'ODD. Donc, par rapport à tous ces constats, il est donc essentiel, comme il a été dit tout à l'heure par ma collègue, par la présentation tout à l'heure, par rapport à tout cela, il est essentiel d'intégrer les préoccupations et les besoins et les compétences des hommes et des femmes de manière égale dans les politiques et les programmes de réduction des risques de catastrophes et de relèvement. Car on constate que la majorité de ces catastrophes entraînent un fardeau supplémentaire pour les femmes et les filles et risquent de détériorer davantage leurs conditions de vie. Comme il a été dit tout à l'heure, une grande partie des femmes travaillent dans la zone rurale et travaillent dans l'agriculture et le travail agricole est la plupart du temps effectué par des femmes et donc elles sont les premières à être exposées par rapport à de nombreux types d'aléas qui peuvent apparaître tout au long de leur vie. Donc, pour illustrer donc ce qui a été dit par quelques faits et par quelques chiffres, les catastrophes naturelles réduisent davantage l'espérance de vie des femmes que celle des hommes. D'après les informations recueillies auprès de 141 pays frappés par une catastrophe entre 1981 et 2002, ces chiffres ont été dans le rapport du PNUD pour illustrer encore cette vulnérabilité des femmes et l'inégalité pour faire face à un aléa et par rapport à un choc par rapport aux hommes. Donc, les femmes, les garçons et les filles ont 14 fois plus de risques que les hommes de mourir lors d'une catastrophe. Et pour juste citer un exemple, la majorité des victimes piégées dans la Nouvelle-Orléans après le passage de l'ouragan Katrina étaient des femmes d'origine afro-américaine et leurs enfants qui constituent la population la plus pauvre de cette partie des États-Unis. Et surtout, à la suite d'une catastrophe d'origine naturelle, les femmes ont plus de risques d'être victimes des abus et des violences sexuelles. Cela a été dit plusieurs fois par mes prédécesseurs tout à l'heure. Donc, une fois que ce mise en contexte a été effectué, donc, il est important de rappeler le concept du genre, c'est-à-dire que le genre détermine les attentes, le concept de genre détermine les attentes vis-à-vis d'une femme ou d'un homme dans un contexte donné, mais il détermine également les opportunités, les responsabilités et les ressources, ainsi que le pouvoir associé à la masculinité ou à la féminité. Encore une fois, cela a été dit tout à l'heure, mais je tiens à souligner pour que nous soyons bien conscients donc, des différents enjeux par rapport à ce concept de genre. Donc, d'une manière générale, la notion de genre ne se renvoie pas uniquement à la question des femmes, mais étant donné la situation plus défavorisée dans laquelle les femmes elles se trouvent, la promotion de genre se focalise de plus en plus sur les femmes. Aïna, s'il te plaît. Et quant au lien entre la microfinance et le genre, d'une manière générale, donc la microfinance désigne un ensemble de services financiers qui sont destinés aux populations qui sont exclues du système bancaire traditionnel. Et ces services financiers comprennent des crédits, des prêts, donc des épargnes et également des assurances. L'accès des femmes à cet ensemble de ressources, c'est-à-dire de ces services financiers et à l'éducation financière qui accompagne souvent les services offerts par une institution de microfinance. Quand l'ensemble de ces ressources sont mises à la disposition des femmes d'une manière équitable,
elles ont une chance d'autonomisation sociale et économique. Et plusieurs études confirment déjà qu'il existe des liens positifs entre la microfinance et le genre. Et actuellement, de plus en plus, si la microfinance, au départ, a été considérée comme un moyen de réduire la pauvreté en augmentant l'inclusion financière de la population cible, des études et des approches sont actuellement en cours et confirment que la microfinance peut également aider à renforcer la résilience des populations vulnérables, surtout en cas d'apparition d'un choc, que ce soit en termes de prévention ou de relèvement après un aléa d'origine naturelle. Et par exemple, les effets des catastrophes d'origine naturelle peuvent être atténués par une possibilité de mettre de l'épargne dans un compte cette épargne qui peut être mobilisée suite à un aléa ou à une catastrophe d'origine naturelle, mais également l'accès à un service de financement peut également permettre aux ménages les plus vulnérables de diversifier leurs sources de revenus ou également de constituer des actifs qui peuvent être également mobilisés en cas de choc à la fois pour une prévention, pour une meilleure prévention ou pour une reconstruction après une apparition d'un aléa ou d'un choc. Donc, pour résumer un peu ce qu'on venait de dire tout à l'heure, et pour faire ce lien entre la microfinance, le genre, la RRC et le développement, il y a donc ce diagramme qui résume ces différents concepts. On voit par exemple que c'est dans le cadre de Sunday, qui est le document qui est utilisé donc, pour tout ce qui est gestion des risques et de catastrophes et renforcement de la résilience. On voit ici les 4 priorités du cadre de Sunday. Et donc, on insiste sur le renforcement de la résilience. Et à côté, pour tout ce qui est de l'objectif de l'ODD, qui consiste au développement économique, qui insiste non seulement sur l'accroissement du revenu et de la richesse, mais également le développement humain, qui signifie donner plus d'opportunités, de liberté, de bien-être. Et on retrouve la microfinance qui peuvent à la fois donc qui peuvent être un outil important parmi tant d'autres pour réaliser le cadre de Sunday. Et en même temps, la microfinance peut être également un outil qui peut contribuer au développement. Mais dans les 2 cas, les femmes et les groupes vulnérables seront donc à prioriser. Et on voit que de son côté, la microfinance, il y a à la fois les rôles des bailleurs de fonds qui consistent à soutenir et à financer et à soutenir techniquement les institutions de microfinance, et à la fois les institutions de microfinance qui fournissent des services financiers et à la fois non financiers, parce que c'est la particularité de nos organismes de microfinance, contrairement aux services bancaires, parce qu'il y a également donc ces services d'accompagnement et une éducation financière et autres services connexes qui peuvent accompagner leur intervention. Donc maintenant, on voit que l'utilisation ces dernières années, comme j'ai mentionné donc tout à l'heure, l'utilisation de la microfinance est de plus en plus fréquente dans la réduction des risques et catastrophes. Pour citer d'exemples, la microfinance est déjà largement utilisée dans le cadre du changement climatique, notamment dans plusieurs pays d'Amérique latine et plusieurs pays d'Afrique. On parle de plus en plus maintenant d'une institution de microfinance verte qui cible, et il y a pas mal d'innovations financières maintenant qui ciblent donc les populations les plus vulnérables parce que l'avantage des institutions de microfinance, c'est cette proximité avec la population. Donc, ils peuvent vraiment travailler d'une manière étroite avec la population cible et mettre en place des programmes qui sont vraiment destinés
à être utilisé dans la RRC ou dans le cadre du changement climatique. Juste un petit rappel qu'un changement climatique désigne une variation des caractéristiques climatiques à un endroit donné au cours du temps et entraînant des dégâts importants qui peuvent être la sécheresse, l'inondation ou le cyclone. Et on a dit tout à l'heure qu'une grande majorité des femmes travaillent dans la zone rurale et dépendent de l'agriculture. Donc, on voit très bien que les femmes sont celles qui sont en première ligne en cas d'apparition de tous ces chocs liés au changement climatique. Et on constate où il est d'usage, en fait, de catégoriser les réponses par rapport aux problèmes de changement climatique qui se répartissent en deux catégories qui sont l'atténuation et l'adaptation. Juste pour rappel que l'atténuation, ce sont des actions qui tentent de réduire les risques de changement climatique et les actions d'adaptation, ce sont celles qui tentent de réduire l'impact du changement climatique. Et on va donner des exemples concrets comment la microfinance peut être mobilisée dans ces deux grands types de catégories d'actions par rapport au changement climatique ou par rapport à un aléa naturel ou par rapport à une pandémie comme nous sommes actuellement de vivre. Mais à titre d'illustration, pour voir concrètement donc, quelles sont typiquement les actions qu'une institution de microfinance peuvent être effectuées ou quel type de services ces institutions peuvent offrir à leur clientèle. Donc, on voit très bien, on voit par exemple à partir de ce tableau synthétique qui a été tiré du document de SIGAP, qui est le groupe consultatif pour la microfinance, qu'il y a plusieurs types d'actions qu'une UMF peut donc réaliser. Au niveau de la clientèle, il y a des actions concrètes qui ont été déjà effectuées, comme je disais tout à l'heure, dans le cadre de différents projets par rapport au changement climatique, en lien direct avec le changement climatique. Il y a par exemple la sensibilisation à l'éclairage vert, les cuissons, comme ces activités, ce sont des activités qui relèvent directement des femmes. Donc, les femmes peuvent largement contribuer donc, par rapport à ces différentes activités, le reboisement, tout ce qui est la lutte contre la déforestation, l'utilisation des biocarburants également. La pratique de l'agriculture à faible émission de carbone. Donc, c'est à nous de voir si une des activités, ça rentre dans le cadre de l'atténuation ou de la dégradation. Mais tout cela, ce sont des activités qui sont données à titre d'exemple. Ensuite, au niveau institutionnel, les institutions de microfinance peuvent également essayer de réduire les émissions des gaz à effet de serre. Elles peuvent être également financer, effectuer l'achat de carbone. Et ensuite, il y a des actions qui peuvent être effectuées à un niveau un peu plus élevé, au niveau national et international, qui consiste à une veille et utilisation de l'information sur le changement climatique. Les institutions de microfinance peuvent partager des bonnes pratiques qui sont liées donc aux activités de changement climatique qui peuvent réduire donc les types d'aléas que j'ai cités tout à l'heure, qui sont l'inondation, le cyclone, la sécheresse. Et elles peuvent également être des acteurs concernant sur la scène nationale ou internationale, sur les différentes politiques qui peuvent être effectuées et qui peuvent être partagées, et notamment sur les partages d'expériences, capitalisation de ces expériences vis-à-vis d'autres institutions et vis-à-vis des autres populations pour les sensibiliser davantage et en même temps pour inclure de plus en plus les femmes et les groupes vulnérables dans le cadre de la prévention ou de relèvement suite à un aléa. Donc, ainsi s'achève mon exposé et je vous remercie pour votre présentation et merci également à Aïn de m'avoir aidé dans le partage d'écran et pour vous montrer un peu
une partie de notre travail. Merci, Dr Oulmalal, d'avoir partagé avec nous les résultats de vos recherches sur le lien entre la microfinance, le genre, la RRC et le développement. Vous avez mentionné que les femmes et les jeunes filles doivent être, ainsi que les groupes vulnérables, doivent être à prioriser dans tout le contexte de la microfinance pour avoir le développement, pour arriver surtout à la résilience de notre communauté. Maintenant, nous allons accueillir Monsieur Ntsoyi Armstrong, qui est le directeur des communications de la Fondation Hands Together, une organisation non gouvernementale qui vise à renforcer la résilience des personnes vulnérables dans la société. Après la présentation de M. Armstrong, cher public, nous passerons à la question-réponse. Mais maintenant, M. Armstrong, je vous donne la parole. Bon après-midi à tout le monde. Je m'appelle Sonny Armstrong et je vous salue des bureaux de Hands Together. Nous sommes à Buea, au Cameroun. Et aujourd'hui, je vais faire une présentation sur les activités de Hands Together Foundation ou la Fondation Hands Together sur ses interventions en temps de crise. Premièrement, j'aimerais d'abord remercier les organisateurs de ce webinaire. C'est un très grand privilège pour Hands Together Foundation. Et les deux, j'aimerais remercier toute autre personne qui participe. Bon, Hands Together Foundation, quand vous comprenez Hands Together Foundation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une fondation et nous avons une devise qui est quoi? De construire ensemble. Parce que parfois, en Afrique ou dans les communautés jeunes, tout le monde travaille dans son coin, mais si nous avons une harmonisation de tout ce travail-là, il serait possible de mettre tout cela en un endroit et travailler ensemble. Voilà pourquoi Hands Together fait partie d'un collectif. C'est un collectif de jeunes qui sont venus ensemble et qui donnent une plateforme, qui forment une synergie avec d'autres organisations pour combattre contre les difficultés et des défavorisés de notre communauté et par des campagnes de sensibilisation aussi. Et donc, nous aussi à Hands Together Foundation, nous aidons des autres organisations à accéder aux fonds. Mais maintenant, l'important, ce n'est pas d'accéder aux fonds, mais d'accéder à ces fonds et l'utiliser pour le bien-être de tout le monde. Et quelles sont les activités de Hands Together Foundation? Premièrement, nous faisons dans la formation des jeunes sur la santé mentale en temps de crise. Nous faisons aussi la formation des déplacés internes ici au Cameroun parce que depuis 2017, nous avons une crise ici dans la région du Sud-Ouest, dans les régions anglophones du Cameroun, où d'après le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, nous avons déjà, d'ici la fin de 2019, il y avait déjà plus de 500 000 déplacés internes au Cameroun. Et dans ces chiffres-là, il y a plus de 60% qui sont des femmes. Et il y a aussi des enfants. Voilà pourquoi nous faisons cette formation pour les jeunes d'abord, pour les former, pour leur donner une éducation mentale, comment ils peuvent survivre en temps de crise. Et nous faisons aussi une formation pour ces jeunes déplacés internes. Nous faisons aussi dans la sensibilisation en temps de crise, parce que il y a une chose,
il y a beaucoup de déplacements, il y a des personnes qui vont et viennent. Et dans tout ce déplacement-là, ils perdent leur travail, ils perdent leur source de vivre. Et voilà pourquoi nous faisons dans cette formation. Voilà pourquoi, au mois de mars, nous avons fait la formation avec Tina Live, puisque au début, j'ai parlé de coopération avec d'autres organisations. Et donc, avec Tina Live, nous avons fait cette formation surtout avec les jeunes filles et les jeunes garçons dans la région du Sud-Ouest, parce que ça s'est passé à Boya. Et nous avons fait, pas seulement dans la formation mentale, mais nous avons aussi travaillé avec une science de prévention contre le suicide. Parce qu'en cette période aussi, il y a beaucoup de frustration parmi les jeunes et nous avons décidé de les aider. Et nous avons aussi utilisé les médias pendant cette période-là pour parler de ces choses. Voilà pourquoi nous sommes allés à la télévision High TV, nous sommes aussi allés à Mediafit FM. Et nous le savons tous, le monde entier vit dans une crise sanitaire au moment, et qui est le COVID-19. Voilà pourquoi Hands Together Foundation a mis sur pied une campagne à partir du mois d'avril. Comme ça, nous allons marcher et prendre certains coins parce qu'il y avait déjà beaucoup de campagnes dans la région du Sud-Ouest, surtout à Boya, mais il y avait certains coins reculés où il y a des femmes, surtout des femmes enceintes, qui n'étaient pas prises en charge. Par exemple, à la prison centrale de Boya, où nous sommes allés, il y avait des femmes enceintes là-bas. Nous avons atteint certaines femmes à la prison centrale de Boya, et on les a remis des choses comme du gel hydroalcoolique, de l'eau de javel et du savon. Comme ça, elles peuvent prendre soin d'elles-mêmes et de l'environnement où elles sont pour garder un niveau d'hygiène dans la prison. Deuxièmement, nous sommes aussi allés dans certains centres de santé. Et le but dans les centres de santé était surtout de nettoyer l'environnement autour des maternités avec la crise. Et voilà pourquoi nous avons remis certaines choses dans ces centres de santé, comme le gel hydroalcoolique. Nous avons aussi remis 300 gants en latex. Et nous avons remis aussi des masques. Notre constatation aussi n'était pas seulement sur des femmes enceintes, mais nous avons aussi constaté par étude que la plupart des personnes qui travaillent et celles qui nettoient dans ces hôpitaux sont des femmes. Voilà pourquoi nous avons aussi atteint ces femmes-là pour leur remettre les gants pour nettoyer ces places-là, de l'eau de javel pour nettoyer ces places-là et leur remettre aussi des masques. Aussi, Hands Together Foundation fait dans la formation de jeunes filles sur la violence sexuelle en zone de guerre. Parce que si vous allez dans des villages, vous allez retrouver beaucoup de jeunes filles qui sont enceintes. Et elles ne peuvent vraiment pas rendre compte du papa ou des personnes responsables de cette grossesse. Voilà pourquoi nous allons dans des écoles et des communautés pour former ces jeunes filles sur les violences sexuelles en zone de guerre. Et deuxièmement, à partir de septembre, nous allons lancer un programme sur la radio, une de nos radios, nous allons lancer un programme sur la radio sur les violences sexuelles. Comment nous pouvons éduquer et les hommes, premièrement, et les femmes. Comment? Parce que nous avons aussi, par étude, nous avons découvert aussi que beaucoup de femmes mariées, surtout aussi, souffrent de violences sexuelles. Voilà pourquoi nous lançons ce programme. Comme ça, nous pouvons éduquer, puisque au niveau de Hands Together, nous avons tout un département avec des spécialistes sur la matière de violences sexuelles. Donc, elles mènent des études sur cela, parce que nous avons découvert qu'il n'y a pas de données au niveau du Cameroun qui peuvent vraiment expliquer. Voilà pourquoi nous avons créé tout un département pour
pour faire des recherches. Comme ça, nous allons avoir des données sûres dans notre contexte. Comme ça, nous pourrons expliquer à toute autre personne et peut-être aussi inspirer d'autres personnes dans d'autres parties du Cameroun qui peuvent nous appeler premièrement ou deuxièmement faire une formation avec eux. Comme ça, ils peuvent aussi faire des recherches sur la matière de violence sexuelle. Et puis, nous avons aussi constaté que au milieu scolaire, les enfants jouent beaucoup. Et dans ces jeux-là, ils touchent beaucoup de choses. Et ils s'entretouchent aussi, vous savez. Et ils se salissent de mains. Voilà pourquoi nous sommes aussi allés dans des écoles et nous créons des points pour le lavage de mains dans ces écoles-là. Et nous remettons dans ces écoles-là aussi, nous ne donnons pas seulement ces seaux-là, il faut aussi remettre de l'eau de javel pour aider à rendre l'eau propre. Il faut aussi remettre du savon et d'autres choses. Voilà pourquoi, voilà en gros ce que Hans Together Foundation fait. Mais vous pouvez aussi suivre tout ce que nous faisons sur nos pages officielles qui s'affichent là. Nous avons déjà un site web. Vous pouvez voir toutes ces activités que je viens de nommer. Vous pouvez voir, nous avons une vidéo sur notre page YouTube déjà. Vous pouvez aussi suivre nos activités du jour au jour sur notre page Facebook. Nous partageons aussi nos activités sur Twitter et sur Instagram. Et vous pouvez nous écrire directement sur le numéro WhatsApp qui s'affiche là. Mais nous sommes très fiers de participer dans ce webinaire puisque depuis le début, j'ai noté tellement de choses que je vais partager avec notre département en charge des violences sexuelles. Comme ça, ils vont savoir plus au niveau de la prise en charge de ces femmes-là en temps de crise. J'aimerais conclure avec la formation que nous faisons, puisque quand nous parlons de déplacés internes, la plupart de ces femmes qui viennent des zones périphériques à la ville. Et quand elles sont dans ces zones rurales, le premier moyen par lequel elles sont suivies, c'est par l'agriculture. Et quand elles viennent en ville, il n'y a pas d'agriculture. Comment est-ce qu'elles vont survivre? Donc, voilà pourquoi nous faisons une autonomisation économique de ces femmes-là. Nous avons déjà planifié une formation en production de yaourts qui va se passer en août. Et nous allons aussi faire une formation en production de petites choses qu'elles peuvent faire et avoir une source de revenus. Comme ça, même si elles rentrent dans les zones où elles se sont déplacées d'eux, elles peuvent aussi produire ces choses et vendre ou même former d'autres. Puisque nous ne regardons pas seulement ces femmes que nous formons, nous regardons les femmes qu'elles vont aussi former où elles vont aller. Merci beaucoup pour le temps. Merci beaucoup, Monsieur Armstrong, pour votre présentation qui est vraiment très intéressante. Merci d'avoir partagé avec nous vos activités, vos diverses actions en relation avec le thème genre et réduction des risques et des catastrophes. Maintenant, mesdames et messieurs, chers participants, nous sommes arrivés à la session questions et réponses. Avant de procéder à cette question-réponse, nous remercions à l'ensemble des intervenants pour leur intervention, qui sont tous vraiment intéressantes, qui ont partagé beaucoup de connaissances pour nous dans le domaine de genre, des femmes, des jeunes filles, dans la réduction des gestions, des risques et des catastrophes. Sans plus tarder, nous avons deux questions que j'ai notées ici. S'il vous plaît, Adama, pouvez-vous me partager
Est-ce que je peux partager mon écran? Je pense que c'est Sandra. Non, c'est Essola qui est l'autre. Essola peut faire cela. Parce qu'il y a une question qui est de la part de Madame Senou Andianienne pour Madame Margaret. Elle a posé, est-ce qu'il est possible d'en avoir plus sur la veille météorologique des femmes à Fidji? Donc, je passe la parole à Madame Margaret pour répondre à cette question de Madame Senou Andianienne. Madame Margaret, êtes-vous? Merci, je suis là. Hop. Alors, c'était quelle organisation dont la participante voulait... J'ai pas entendu, excusez-moi, il y avait un problème. Ah, la question. Est-il possible d'en savoir plus sur la veille météorologique des femmes à Fidji? Ah oui. Alors, hop, j'avais préparé. Moi, je ne connais pas personnellement, mais je vais vous présenter. Peut-être que quelqu'un d'autre pourrait répondre à une autre question, le temps que je cherche quelque chose qui est... Ah non, c'est Femlink, pardon. Je l'ai. Je peux partager mon écran vite fait pour vous montrer, excusez-moi. D'accord. Pardon. S'il vous plaît, Adama, passe le partage de l'écran à Margaret. Aina, c'est Essola qui est l'autre. Essola, please. Essola, est-ce que tu peux partager à Margaret? C'est fait. Oui, je pense que là, c'est fait. C'est fait, d'accord, merci. D'accord, donc maintenant, je vais essayer de partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui, on voit très bien. Alors, là, c'est présenté en anglais. C'est Femlink Pacific. Ils se décrivent en tant qu'un local, régional et national catalyse pour le changement à travers l'utilisation des médias et d'informations accessibles. Donc, elle cherche à instaurer une région dans le Pacifique où il y a la justice de genre, la durabilité écologique, la paix, la liberté, l'égalité et le respect des droits de l'homme. Et ce qu'ils font, c'est vraiment d'essayer d'être un plateforme pour les féministes, pour les médias féministes, pour les communautés, afin d'affirmer les multi-ethniques et les multi-faiths, les multi-dénominations de foi, principes, afin de créer vraiment beaucoup plus de visibilité sur les tâches dont leur société est confrontée, dont la société est confrontée. Et ceci, comme c'était mentionné tout à l'heure dans les commentaires, c'est vrai que les femmes et les filles sont vraiment responsables pour plus d'éducation autour du changement climatique. En général, on a un rôle leader dans ce domaine. Donc, ils essayent de s'assurer que les femmes et les groupes marginalisés traditionnellement et les filles ont l'accès, non seulement l'accès, mais l'accès consistant aux informations et aux plateformes de communication également, afin de faciliter le dialogue et la découverte des solutions, afin aussi de sensibiliser les gens aux enjeux pour le leadership des femmes, et aussi pour inspirer des changements dans la pensée du public général et dans l'imaginaire. Voilà. Et je vais vous montrer quelque chose. Alors, Je pense que Madame Margaret a pu répondre à votre question, Madame. Oui, c'est bon. Je vais mettre le lien dans les commentaires.
Pour que tout le monde peut accéder au site et interagir avec les contenus, c'est très bien. C'est bien comme ça. Merci. Merci beaucoup, Madame Margaret. Merci bien. Il y a une autre question de la part de nos amis qui nous suivent sur Facebook, qui est Damas Ouattara. Sa question, je pense que Adama, de la part de le CCJA, peut répondre à cette question. Comment intégrer le groupe African Youth Advisory Board? Autrement dit, comment devenir un membre actif de ce conseil consultatif? Merci. Adama, est-ce que tu peux répondre à cette question? OK, pas de souci. Sandra, can I open my video? Just a moment, let me make you. Nous avons encore quelques minutes. Okay. Merci très bien pour la question. Je pense que le Conseil consultatif de la jeunesse est un groupe qui est sélectionné par l'Union africaine pour un mandat de 2 ans. Et notre mandat en cours actuellement on a été créé en mai passé, le 6 mai 2019, mais notre mandat en tant que première génération d'AYAB a commencé réellement en janvier 2020. Donc, la seconde génération d'AYAB sera probablement sélectionnée vers la fin de l'année 2021 ou le milieu de l'année 2021. On conseille plus ou moins tout le monde de nous suivre sur nos différentes pages pour pouvoir avoir l'information au temps venu. Voilà. Ça sera plus ou moins partagé sur toutes nos plateformes, Facebook, Twitter, Instagram et puis LinkedIn. C'est une sélection qui est faite par l'Union africaine et cela est vraiment, c'est vraiment sélectif. Vraiment sélectif et nous encourageons tout le monde de postuler puisque nous demandons à ce que la jeunesse africaine soit de plus en plus impliquée dans les affaires de réduction des risques de catastrophes, puisque nous sommes vraiment des parties prenantes importantes dans cette politique. Merci. Merci pour cette réponse très claire, Adama. Donc, j'invite les jeunes Africains à postuler pour être les nouveaux relèves de ce conseil consultatif en année 2022. Maintenant, nous avons une question de la part de Madame Sarah Tanteli Randiamparan qui est envoyée en Facebook. La question s'adresse à Margaret Lolé. Comme vous avez spécifié dans votre présentation, les responsabilités des femmes en temps de migration sont accentuées par le soin des malades, les blessés. Comment peut-on changer le rôle de genre pour que cela ne lèse pas les femmes? Est-ce que, Madame Margaret, vous pouvez répondre à cette question, s'il vous plaît? Alors, je pense, moi aussi, il faut que je vous dise, en addition à mon travail avec un peu de climat, moi je suis aussi doctorante en anthropologie politique à l'ENS à Paris. Donc, moi je pense beaucoup à ces situations et au rôle genré dans la société. Donc, généralement parlant, les femmes dans toutes les cultures sont vraiment elles ont plus de responsabilités pour soigner la famille, soigner les proches, soigner les enfants et notamment juste pour dire un point très vite parce que ce sont les femmes qui font toutes ces actions-là, elles sont aussi plus critiquées pour n'avoir pas adopté les comportements plus éco-friendly et tout. Donc, c'est vraiment un problème très, très compliqué. Mais je pense que pour faire évoluer ces rôles traditionnels au sein de la société, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile. C'est tellement imprégné dans notre imaginaire, dans la société. Mais il faut vraiment commencer par
comme avec le mouvement de Black Lives Matter aux États-Unis, il faut que les personnes dans cette situation qui ont porté toujours plus de privilèges, qui ont bénéficié de ce rôle de femme, les hommes qui montent les voix et qui disent, qui commencent à s'impliquer dans ces comportements, dans ces activités qui sont traditionnellement féminines et féminisées. Et même on voit ça, par exemple, aux États-Unis, il y a beaucoup plus d'infirmières qu'infirmiers. Donc, c'est un problème qui se prononce également dans la professionnalisation des soins. Donc, je pense vraiment qu'il faut commencer par une conversation en impliquant les hommes et en les encourageant gentiment à voir vraiment à quelle étendue les rôles sont déséquilibrés autour du soin. Et voilà, je pense qu'il faut commencer par la conversation. Merci beaucoup pour la réponse très claire, Madame Margaret. Je pense que nous allons en finir avec deux questions qui s'adressent au docteur Ould Malal. La première question qui est envoyée par un ami qui nous suit sur Facebook de la part de Zi Adam Ouattara. Suite à l'intervention du docteur Ould Malal, elle a dit qu'à la suite d'une catastrophe naturelle, les femmes font preuve de violence sexuelle. Sa question est de savoir comment se manifestaient ces violences durant cette période. Et une autre deuxième question de la part toujours de l'amie Senou Andjanienne. Elle veut savoir si vous avez des données sur le taux d'accès des femmes à la microfinance comparé à celui des hommes. Merci, docteur Ould Malal, de répondre à ces deux questions, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Aïn, de m'avoir redonné la parole. Et merci aux deux personnes, aux deux intervenants donc, qui ont posé ces deux questions. Par rapport à la première question de M. Ouattara, juste un exemple concret, par exemple, à la suite d'une catastrophe d'origine naturelle, des fois, ça nécessite en fait de reloger les femmes ou de les déplacer dans des foyers ou dans des structures communes. Et des fois, il a été constaté donc que lors de ces replacements ou de ce relogement des femmes, il peut exister en fait des violences sexuelles. Et actuellement, la plupart des institutions, par exemple, font des efforts pour séparer les hommes et les femmes et de veiller un peu plus donc à respecter ces intimités des femmes dans ces périodes de post-catastrophe. Pour la deuxième question de notre ami Céline, d'une manière générale, donc, le taux de participation des femmes dans les institutions de microfinance se situe autour de 60%, mais qui peuvent, évidemment, c'est un chiffre global au niveau international, mais ce taux de participation peut varier d'un pays à l'autre, d'une organisation à une autre également, et il y a des organismes qui ciblent, par exemple, particulièrement des femmes et qui n'octroient des services financiers qu'à des groupes des femmes spécifiques pour vraiment favoriser donc, cet accès des femmes aux services des microfinances. Mais d'une manière générale, ce taux de participation se situe autour de 60%, qui peut être légèrement inférieur ou supérieur. Donc. Merci beaucoup pour votre réponse, Dr. Ould. Maintenant, il y a encore d'autres questions sur le chat, mais je vous prie, chers panélistes, de répondre tout de suite à nos chers participants sur le chat pour qu'on puisse finir assez rapidement. Maintenant, je passe la parole à mon collègue Louis Essola. Il va essayer de faire une synthèse de tout ce qui est dit aujourd'hui sur cette conférence intitulée « Le genre et la réduction des risques de catastrophes ». Mon collègue Essola.
Allô, Aina? Oui, oui. Ok. Ok, chers panélistes, bonsoir à tous. Et nous sommes vraiment honorés que vous ayez répondu à notre appel pour ce webinaire très important sur le JAR et la réduction des risques de catastrophe. Déjà, je vais réitérer nos excuses à l'endroit de l'absence de notre panéliste et partenaire de la Commission de l'Union africaine. Cette absence-là est due naturellement à la situation sécuritaire qui prévaut actuellement au niveau d'Addis Abeba, que nous connaissons tous. Donc, la dernière présentation, normalement, aurait dû être faite par lui et, compte tenu de cette situation, elle n'a pu être faite. Donc, pour situer l'importance de notre webinaire de ce jour, je vais intervenir sur le Conseil consultatif de la jeunesse africaine pour la réduction des risques des catastrophes que nous sommes. C'est un conseil de 14 membres et effectivement, dans ce conseil, vous allez retrouver 7 hommes et 7 femmes pour déjà montrer à quel point le conseil a le souci de l'égalité de genre. Et donc, la thématique a été choisie à dessein afin que tous les jeunes à travers l'Afrique se sentent impliqués et particulièrement la jeune femme. Les panélistes ont été choisis également à dessein, de sorte que aujourd'hui, tous les jeunes africains, femmes, enfants, se sentent concernés par la discussion, se sentent concernés par tout ce qui a été dit ici, et afin de développer les mécanismes qui permettront dans l'avenir de satisfaire l'égalité de genre. Vous avez suivi une présentation sur le genre et le climat. Vous avez vu qu'il a été mis en exergue la contribution de la femme dans le processus d'adaptation, ainsi de suite. Alors, il a mentionné que beaucoup reste à faire, c'est vrai, mais le chemin parcouru déjà est à acclamer. D'autre part, vous avez également vu une présentation qui nous a permis de comprendre quels sont les mécanismes d'accès au financement dont bénéficient les femmes. Et vous comprenez également à ce niveau que de plus en plus, la femme est au centre des échanges et peut se prendre véritablement en charge à travers des projets et autres qui seront financés, dont l'accès au financement est facilité de part et d'autre, que ce soit en Afrique et dans le monde entier. Alors, je vais terminer pour ne plus s'étendre parce que je suis sûr que nous allons partager avec vous nos présentations, les échanges, la vidéo, et je vais donc terminer en précisant que la jeunesse, le Conseil consultatif de la jeunesse africaine pour la réduction des risques de catastrophe, c'est un groupe de jeunes qui compte travailler avec les jeunes, pour les jeunes, afin d'avoir une Afrique résiliente, pas seulement l'Afrique, mais aussi afin d'atteindre les objectifs de développement durable qui sont déjà fixés. C'est d'ailleurs pour cela que vous allez vous rendre compte que ce webinaire a des participants qui viennent de tous les horizons du monde entier. Et le Conseil est donc dans une logique d'inclusion qui voudrait que tous les groupes de jeunes puissent se sentir concernés. On approche les groupes de jeunes. Nous avons commencé et nous avons déjà fait un bon parcours déjà avec beaucoup de jeunes, le groupe de jeunes qui sont enrôlés. Aujourd'hui, nous avons encore eu d'autres qui se sont signalés et nous continuons dans ce sens-là. C'est un conseil bénévole et nous avons déjà jusqu'ici quelques partenaires qui travaillent avec nous à l'instar de l'Union africaine, la Commission de l'Union africaine, UIDAA, UNESCO, qui nous accompagne techniquement et financièrement pour la plupart des projets que nous réalisons avec eux, et aussi des projets personnels que nous élaborons à notre niveau. Donc, pour certains partenaires qui sont nouvellement
invités et qui font la connaissance du conseil, sachez que nous serons avec vous. Bientôt, nous allons également vous tendre la main pour nos projets d'accompagnement de la jeunesse africaine et aussi possible partout dans le monde. Donc, pour les organisations des jeunes qui ont juste essayé, sachez que nous vous attendons. Vous aurez tous nos contacts, de sorte que ensemble nous travaillons. Pour les partenaires, véritablement, nous vous attendons également. Nous allons vous tendre la main. Sans vous, nous ne pouvons pas avancer. Et avec vous, nous travaillons à briser le conflit intergénérationnel qui pourrait exister parce que nous prenons juste le flambeau et nous ne pouvons pas faire sans vous. Donc, je ne vais pas m'étendre. Je vous remercie du fond du cœur au nom de AYAP pour tout ce qui a été fait aujourd'hui, pour tous les échanges. Merci Aina pour la facilitation de ce webinaire. Merci pour votre disponibilité et pour votre temps que vous avez accordé ce soir pour que cette activité soit faite de la meilleure façon possible. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon collègue Esola, pour cette synthèse très intéressante, très claire. Chers panélistes, honorables participants, que ce soit sur ce Zoom ou sur le live Facebook, au nom du conseil, des membres du Conseil consultatif de la jeunesse africaine pour la réduction des risques et des catastrophes et de l'organisation Care About Climate, nous tenons à vous remercier d'être venus pour cette vidéoconférence portant sur le genre et la réduction des risques et des catastrophes. Nous avons vraiment largement dépassé le temps qui est prévu, terminé à 1h30, mais il est déjà passé 15 minutes. Donc, nous nous excusons pour les questions qui n'étaient pas répondues, mais nous allons partager l'ensemble des questions à l'ensemble des panélistes pour qu'ils puissent vous répondre dans le futur. Donc, nous terminons cette conférence en ligne maintenant. Encore une fois, merci à toute l'équipe technique, merci à l'ensemble des membres de AYAP TRR et Care About Climate, merci aux traducteurs et traductrices, merci tout le monde et au revoir. Passez une bonne journée et portez-vous bien. Merci beaucoup et au revoir tout le monde. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Aina, Esola, Adama, Sandra pour faciliter ça. Je sais, ça c'est pas facile. Alors, très, très bien fait à tous et merci aux panélistes aussi. Merci bien. Merci. Merci à vous et j'ai hâte d'échanger avec vous dans le futur. Merci à Yulia, merci à Sandra, tout le monde. Goodbye. Yeah, bye. See you. Thank you very much for the opportunity and thank you very much for the lessons that we learned to hope that we do more in the future. Thank you very much. Yeah, thank you. Take care. Thank you. Thank you. See you.